Oui, allô, bonjour, Pape. Bonjour. Vous allez bien? Oui, c'est bon, Emma. Très bien, et vous? Ça va, très bien. Donc, toutes nos excuses pour ce petit retard. On a eu un petit problème avec le son. Donc, vous m'entendiez, mais moi, je n'arrive pas à vous entendre. Très bien. Donc, on va y aller très rapidement. On a eu un petit retard. Mes excuses aussi à tous les spectateurs de ce panel. Donc, bonsoir à tous et à toutes d'ailleurs, et bienvenue dans cet après-midi de partage du programme Digital Boost. Aujourd'hui, nous allons parler des fondamentaux de la stratégie d'entreprise. Une après-midi qu'on va partager avec M. Pape Ndiaye, pour rappel très rapidement, qui est consultant avec une très longue expérience en audit des entreprises, en planification stratégique, en accompagnement, etc., dans les secteurs bancaires et publics et les services financiers, entre autres. Donc, dans un monde aujourd'hui en pleine mutation, si on peut dire ça comme ça, les entreprises ont besoin de collaborateurs opérationnels rompus aux nouvelles techniques de management et capables naturellement de se construire et de construire demain sans problème. Donc, il va donc essayer pendant 45 minutes ou 1 heure, ça dépendra de lui un peu, de vous donner les clés ou les pistes pour être un entrepreneur, une personne capable d'anticiper l'avenir. Donc, Pape, si tu es prêt, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser d'ailleurs terminer ta présentation déjà parce que j'ai bossé pour ne pas être plus royaliste que le roi. Et ensuite, tu pourras commencer ta présentation. Je crois que le public est prêt. Donc, très bon après-midi à tout le monde. Et puis, à tout de suite. C'est à toi. OK, déjà, il y a comment j'ai besoin que je mette ma cam. Je vais voir. Oui, potentiellement, pour qu'on te voit un tout petit peu. Après, peut-être en cours de présentation, tu pourras désactiver si tu veux. Je vais voir où est-ce qu'on l'active encore. OK, d'accord. Alors déjà, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Et bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, moi, c'est Pape Ousmane Ndiaye. Je suis consultant en stratégie et en organisation. Et donc, c'est vraiment avec plaisir qu'aujourd'hui, je vais discuter avec vous des fondamentaux de la stratégie d'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir aujourd'hui pourquoi faire une stratégie, comment dérouler une stratégie d'entreprise, quelles sont les retombées d'une stratégie d'entreprise et aussi partager avec vous quelques bonnes pratiques, notamment face à la pandémie aujourd'hui de la COVID-19, notamment pour les entreprises. Donc, grosso modo, voilà ce dont on va parler cet après-midi. J'espère qu'on pourra le faire en 1 heure de temps maximum. Alors, je pense que je vais commencer la présentation et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre afin qu'on puisse en discuter. Alors, bonjour à tous, une nouvelle fois. J'espère que tout le monde peut voir l'écran en ce moment. J'espère que vous voyez tous l'écran. S'il y en a qui ne le voient pas, qu'il me le signale. Donc, l'idée, c'est vraiment… Bon, je crois que c'est bon. OK, d'accord. OK, parfait. D'accord. Donc, l'idée vraiment, c'est de parler aujourd'hui des fondamentaux de la stratégie d'entreprise, notamment pour les entreprises en général, mais surtout orientées aussi TPE, PME et porteurs de projets. Donc, ce qu'on va voir, c'est peut-être un peu revenir sur le contexte du moment avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, la première chose aujourd'hui, c'est de se dire que moi, on a fait rapidement ma présentation. Je suis consultant stratégie et organisation, donc je vais rapidement passer sur cette slide. Mais voilà, l'idée de cette présentation, voici un peu le sommaire. Donc, c'est une revue de la situation des PME au Sénégal, définir et parler des objectifs de la planification stratégique, revenir sur la démarche de la planification,
sur les actions stratégiques aussi à prendre face à la pandémie et enfin terminer par une synthèse et des recommandations. Donc, comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller. Donc, première chose, aujourd'hui, quand on regarde au niveau du Sénégal, on se rend compte que la quasi-totalité du tissu économique est composée de PME-PMI, qui ont encore cependant un poids limité dans, disons, tout ce qui est engendré aujourd'hui par les entreprises au niveau national. Parce que quand on regarde la structure du tissu des entreprises et la répartition du chiffre d'affaires, on se rend compte aujourd'hui que les grandes entreprises contribuent à peu près à 69,6% du chiffre d'affaires national au niveau Sénégal. Alors que pendant ce temps-là, ils ne représentent que 0,2% de l'ensemble des entreprises. À côté, on a 81,8% d'entrepreneurs, on a 16,4% de TPE, on a 1,2% de PE. Et rien que les entrepreneurs et les TPE représentent quasiment 98% des entreprises nationales. Mais quand on regarde leur poids en termes de chiffre d'affaires, il est encore très faible. On est autour de 14%, 15% de contribution au chiffre d'affaires. Donc, il y a encore vraiment un gap à améliorer et un déficit à aller améliorer du côté de ces PME-là. Maintenant, il y a des raisons qui expliquent ça, bien sûr. Quand on regarde, on a un taux de rejet des financements qui est énorme, qui est de l'ordre de 72%. On a un accès à la commande publique qui est encore très faible, qui est de l'ordre de 28%. On a un poids dans les emplois aussi qui est encore assez faible, 46%, un taux de mortalité extrêmement élevé de 60% et une valeur ajoutée qui est encore de 25%. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de freins qui font en sorte qu'aujourd'hui, ces PME-là ont du mal aujourd'hui à sortir la tête de l'eau et à vraiment peser sur le chiffre d'affaires national ou sur le chiffre d'affaires au niveau national. Alors, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a en général 4 problèmes spécifiques majeurs qui rendent les PME particulièrement fragiles. Et quels sont ces problèmes-là? C'est une taille qui ne permet pas des gains de productivité suffisants, en première chose. C'est une capacité de management insuffisante. Parfois, dans les PME, on a beaucoup de pilotage à vue. On a une gestion parfois qui n'est pas très efficace des ressources humaines. On a des difficultés à recruter, parfois du fait de moyens financiers, de moyens techniques, en tout cas à recruter un personnel qualifié et à distribuer aussi une rémunération suffisante et à former le personnel. On a un mode de financement aujourd'hui qui est peu favorable, avec un accès au crédit extrêmement difficile dans nos pays, et aussi un défaut de planification stratégique. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises, je ne dirais même pas de PME, mais il y a de très peu d'entreprises aujourd'hui qui font de la planification stratégique, et il y a beaucoup de pilotage à vue, et il faut le dire, ils ne le font pas aussi parce qu'aujourd'hui, l'accès à l'assistance technique est encore assez onéreux pour plusieurs entreprises. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un taux de mortalité, je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal qui est de 60% avant la fin de la première année, ce qui est extrêmement élevé. Et quand on regarde un peu l'impact Covid sur nos entreprises, il y a une enquête qui a été effectuée par l'ANSD et l'ADPME sur 2020. On se rend compte aujourd'hui que les entreprises, en tout cas, qui ont été les plus touchées par la Covid, ce sont les entreprises qui sont dans le secteur de l'audiovisuel, du tourisme, tout ce qui est bar, restaurant, des transports et télécoms, entre autres. Et qu'aujourd'hui, quand on leur a demandé, au vu de tout ce qui vous est arrivé, quelles sont vos priorités en matière d'investissement, les entreprises vous disent qu'ils veulent atteindre encore leurs objectifs de croissance, améliorer leur compétitivité et augmenter la productivité et l'efficacité. Et quand on leur demande, pour faire face à cela, quelles sont les mesures d'assistance technique qui vous paraissent les plus prioritaires, on se rend compte que 48% vous disent la promotion et l'accès aux marchés nationaux. Il faut nous aider à ce qu'on ait accès au marché. Il faut qu'on ait accès aux services de conseil. Ce qui est extrêmement important parce que ça montre derrière que les entreprises sont conscientes du fait qu'ils ne planifient pas assez, qu'on ne les conseille pas assez, mais que, comme j'ai dit, il y a des freins derrière qui font qu'on n'arrive pas à accéder à ces conseils-là. Et en troisième lieu, vous avez le renforcement du capital humain et de leurs compétences. Alors ça, c'est un peu pour poser le débat aujourd'hui sur la situation des PME et des entreprises et aujourd'hui, comment aujourd'hui cette situation-là s'est un peu détériorée aussi du fait de la COVID-19. Alors, une fois qu'on a un peu exposé le contexte, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. On va parler de la planification stratégique.
La première chose, qu'est-ce qu'on entend par planification stratégique? Une planification stratégique nous permet de quitter un point A vers un point B. Aujourd'hui, on est chef d'entreprise, on est dans une entreprise, on est peut-être solide, on se croit solide, mais en réalité, on est fragile. Pourquoi on est fragile? Parce qu'on n'a pas de plan stratégique, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, parce qu'on n'a pas mis en place en tout cas toutes les composantes qui nous permettent de nous dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, voilà comment je vais évoluer. Donc, on est un peu comme la tour de Pise, on est solide, on paraît solide, mais on peut être très, très fragile. Et maintenant, l'idée de faire la planification stratégique, c'est justement de quitter cet état-là où on est encore solide mais fragile pour aller dans un état où on sera là dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On sera parfois touché, mais on ne sera jamais coulé. Et voilà là où la planification stratégique peut nous amener, de notre situation actuelle à la situation où peut-être qu'on aura des problèmes, peut-être que dans l'avenir, il y aura des soucis, mais on sera encore là dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, parce qu'on aura prévu tous les remous, bien qu'on ne puisse plus pas tout prévoir, mais on se sera en tout cas préparé face aux éventuels remous qui pourront arriver. Donc ça, c'est important. Donc, pour revenir un peu sur le process, le processus de planification stratégique aujourd'hui est une démarche simple et réfléchie qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de croissance. Donc, on parle beaucoup de planification, mais en termes très simples, hein, la planification stratégique nous permet de déterminer précisément où nous voulons aller et où nous voulons amener notre entreprise durant la prochaine année ou à plus long terme, et comment nous allons y aller et comment nous allons l'y amener. Donc, c'est un processus coordonné, méthodique qui sert à établir les orientations de notre entreprise et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser. Donc, c'est quitter un point A, donc un point de départ. Où sommes-nous? D'accord? Parce qu'il faut d'abord qu'on sache, qu'on fasse un diagnostic, qu'on se dise, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Où est-ce que nous voulons aller? Donc, quelle est notre destination précise? Et enfin, comment on va y aller? Et c'est là qu'on parle maintenant du processus de planification stratégique. Donc, c'est ces 3 étapes-là. Où est-ce que je suis actuellement? Quand je fais un diagnostic, quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je veux atteindre? Je le sais. Je veux devenir numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et maintenant, pour devenir numéro 3, quel est le gap? Comment je vais faire pour y arriver? Est-ce que je pourrais le faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans? Et c'est ça, en fait, qu'on appelle clairement la planification stratégique. Et voilà comment se déroule le processus de planification stratégique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, élaborer et mettre en œuvre efficacement un plan stratégique, il a été prouvé qu'il permet d'améliorer de 25% le chiffre d'affaires généré notamment par de nouveaux clients. Donc, pourquoi on doit procéder à une planification stratégique? Tout d'abord, pour avoir une vision claire de l'avenir de notre organisation. Parce qu'on ne peut pas continuer à être dans une organisation sans savoir ce qu'on veut en faire. Nous tous, moi j'ai l'habitude de dire que nous tous, nous avons des plans dans nos têtes. Vous allez demander à un chef d'entreprise ou à un entrepreneur, il vous dira, je sais ce que je veux devenir, je sais là où je veux aller. Mais il faut le formaliser, ça. On a tous des plans dans notre tête, mais il faut que ce soit clair. Il faut qu'on l'écrive, qu'on sache, voilà ce qu'on veut faire demain dans l'organisation et qu'on puisse avoir des objectifs à moyen long terme. Ça, c'est la première raison de faire une planification stratégique. Deuxième chose, évaluer l'impact de nos décisions directionnelles et optimiser nos avantages concurrentiels, notre rendement, notre croissance et notre gestion. Parce qu'aujourd'hui, disposer d'une planification nous permet de faire un suivi en temps réel et de savoir aujourd'hui les décisions qu'on prend, est-ce que c'est les décisions qu'on doit prendre, comment on doit se comporter vis-à-vis de nos concurrents, quel est le rendement qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est le rendement qu'on avait prévu, etc., etc. Il permet aussi de disposer d'un suivi précis et d'un contrôle régulier de l'ensemble des tâches, de leur dépendance et de leur organisation chronologique au sein de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. Souvent, on sait qu'on doit faire plusieurs tâches, et qui doit faire quoi? On doit le faire avant qui? Qui doit commencer la tâche? Est-ce que cette tâche-là ne dépend pas d'abord de quelqu'un d'autre? La planification stratégique nous sert à prioriser, en d'autres termes, les tâches que l'on doit faire. Impliquer et faire adhérer notre équipe dans le processus d'élaboration d'un projet, le plan stratégique doit être un travail collectif impliquant toutes les spécialités. Ça aussi, c'est extrêmement important. Quand vous décidez de procéder à un plan stratégique ou de procéder à une planification stratégique, il est important d'intégrer l'ensemble de votre entreprise dans cette planification. Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de faire un plan
et de voir que le personnel ne s'approprie pas le plan parce qu'ils vont dire c'est un plan qui descend parfois de la direction générale, c'est un plan du patron, ce n'est pas notre plan. Donc, quand vous faites un plan stratégique, il faut que ce soit quelque chose qui est fait en co-construction, que tout le monde y mette sa patte et que tout le monde se retrouve dans ce plan-là et surtout écouter tout le monde et prendre en compte les avis de tout le monde. Et surtout, ça vous permet de prendre du recul sur le pilotage. Parfois, on a la tête sur le guidon. On a la tête sur le guidon. Tous les jours, il y a des problèmes dans les entreprises. Chaque fois qu'on se réveille, on doit répondre aux mails, on doit gérer tel souci, tel souci. On a tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas le temps de reculer et de parfois juste repenser notre business. Et de faire ce travail de planification nous permet justement de prendre du recul et de nous réinventer périodiquement. Donc, c'est extrêmement important. Donc, quand on a une approche non stratégique, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une vision, on a des niveaux stratégiques, on a un cadre d'action. Mais seulement tout ça là n'est pas corrélé. On ne sait pas quels sont nos objectifs ne sont pas smart. Vraiment, on est dispersé dans une multiplicité d'initiatives et d'actions sans cohérence stratégique. Maintenant, le combat, c'est de quitter ce mode d'approche non stratégique pour aller vers un mode d'approche beaucoup plus stratégique. On a une vision, des objectifs et des orientations claires, un plan d'action aligné, une vision d'avenir partagée avec des orientations objectifs stratégiques déclinés en plan d'action avec un dispositif de pilotage clair. Pourquoi j'insiste sur ça? On va regarder deux exemples. Si je prends le cas de Moulinex. Moulinex, c'est une entreprise qui a été créée en 1950, qui était en pleine ascension en 1950, qui a permis l'utilisation du premier émetteur électrique dans ses appareils électroménagers, qui fournissait l'armée française en gobelets et en casses. Donc, en 1953 et 1956, ils se sont lancés dans la fabrication d'aspirateurs et de moulins à café électriques, de robots mixeurs, etc. En 1991, Moulinex n'a pas anticipé le fort taux d'équipement des ménages parce qu'à un moment donné, tous les ménages avaient soit un aspirateur, soit avaient tous un frigo, avaient tous une cuisinière, comme c'est le cas de nos ménages aujourd'hui. Mais Moulinex n'a pas su anticiper, il se disait que voilà, ce marché serait toujours là, et ils n'ont pas su anticiper le fort taux d'équipement des ménages et surtout la concurrence asiatique qui est devenue très active. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont continué à maintenir des prix assez élevés et ils ont décidé de ne pas délocaliser leur main-d'œuvre qui était devenue trop coûteuse. Mais cela leur a coûté cher parce qu'en 2001, après 10 ans de restructuration et de redressement, ils ont dû déposer le bilan avec une dette estimée à peu près à 766 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas su planifier à temps les événements de leur environnement qui changeaient complètement la donne et qui changeaient leur business. Donc, c'est extrêmement important quand on fait une planification d'être vraiment projeté dans le futur. Et à côté de ça, on a une autre société qui est American Express. Quand on regarde l'historique d'American Express, voilà une société qui se réinvente tout le temps. Parce qu'American Express a commencé comme un service de livraison de biens et d'objets de valeur en 1850. En 1882, ils ont commencé à faire tout ce qui est mandat poste, produits financiers, à émettre les premiers chèques. Au tournant du XXe siècle, ils ont commencé à ouvrir des bureaux de change à travers l'Europe. Après la Première Guerre mondiale, ils ont pris le temps de revoir toute leur stratégie parce que tout était bouleversé. Et quand ils ont revu leur stratégie, ils sont allés entrer dans le secteur des voyages de luxe. Ils ont organisé des voyages internationaux et des croisières en affrètement. Ils ont organisé la toute première croisière autour du monde. Mais la réinvention qui a le plus d'impact, c'est quand ils ont fait leur entrée dans le secteur des cartes de crédit. Donc, en 1958, ils ont commencé leur première carte de crédit. Et dans leur stratégie même d'entrer dans la carte de crédit, ils ont pris le soin de facturer $6 par an leur adhésion, $1 de plus que leur concurrent à l'époque, qui était Diners Club, juste pour se différencier de leurs concurrents. Donc voilà, et aujourd'hui, American Express réalise un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars et s'active dans des moyens de paiement, dans le courtage de voyage et dans l'édition de magazines. Et aujourd'hui, ce qui permet à American Express et ce qui a permis à American Express d'atteindre ce niveau, c'est une réinvention globale. C'est chaque 5 ans, chaque 10 ans, réfléchir. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que même le business, qui est peut-être le rêve de mon patron, le rêve du PDG, il a toujours rêvé, je ne sais pas moi, de vendre des voitures, mais est-ce qu'aujourd'hui, le business, c'est vendre des voitures? Est-ce que ce n'est pas vendre des avions ou c'est vendre des moteurs de bateaux? Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter et revoir son business. Si on est sur le bon chemin, tant mieux.
si on n'est pas sur le bon chemin, qu'on puisse aussi se dire qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est extrêmement important. Alors, on va maintenant passer vraiment à la pratique. Comment maintenant se déroule une planification stratégique? La première chose, c'est le diagnostic stratégique. Alors, une démarche stratégique se compose généralement de 4 grandes étapes. On a une première partie qui est la préparation du plan. Donc, qui va faire le plan? Quelle sera l'équipe qui sera en charge de la préparation du plan? Le plan va durer combien de temps? Est-ce qu'on le fait en interne au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on fait appel à un consultant externe, etc., etc. Donc, ça, c'est la partie un peu préparation du plan. La deuxième partie, c'est le diagnostic. Donc, on commence le plan, on a décidé de commencer le plan. Ce qu'on fait en premier, c'est dire aujourd'hui quelle est notre situation actuelle, que ce soit en interne, que ce soit en externe. On fait un diagnostic externe pour voir notre environnement. Qui sont nos concurrents? Quelle est la politique aujourd'hui au sein de notre entreprise? Quels sont les facteurs environnementaux à prendre en compte? Quels sont les facteurs économiques? Quels sont les facteurs sociaux à prendre en compte? Donc, c'est extrêmement important de faire d'abord le diagnostic en externe, mais aussi en interne. Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont nos forces en matière de RH? Quelles sont nos forces en matière de communication, en matière de marketing, en matière de pilotage de l'activité, en matière de gestion de la logistique? C'est vraiment faire une revue générale de l'état actuel de l'entreprise. C'est vraiment prendre le pouls de l'entreprise à l'instant T. C'est extrêmement important et c'est la première étape d'une planification stratégique. Ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on formalise la planification. Et quand on parle de formalisation, c'est décliner quels sont nos défis majeurs. On connaît nos opportunités, on connaît nos menaces, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses. Maintenant, quels sont les défis qu'on doit relever au vu de tout ça? Quelle est la vision que l'on doit avoir dans les années à venir? Sur quelle valeur aujourd'hui l'entreprise doit se fonder pour avancer? Sur quel axe et objectif stratégique on doit avancer? D'accord? Et quel est le plan d'action et le dispositif de pilotage qu'on va mettre en place pour que tout ça puisse être mis en œuvre? Et enfin, le dispositif de pilotage, c'est extrêmement important. Vous savez, vous avez beau avoir le plus beau plan du monde, si vous n'avez pas derrière un dispositif qui vous permet de piloter le plan et de faire en sorte que ce qui a été écrit sur le plan soit mis en œuvre, votre plan ne sert absolument à rien. Et il y a énormément d'entreprises, de chefs d'entreprise, même d'entrepreneurs qui prennent énormément de temps à faire un plan stratégique et qui derrière ne mettent pas en place de dispositif de pilotage qui permet justement de mettre en œuvre le plan. Souvent, la gouvernance, tout ce qui est coordination, animation du plan stratégique devra être assurée à travers des instances de pilotage interne ou idéalement l'intervention d'un consultant externe. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que ceux qui sont dans l'entreprise, en plus de leur travail, si on leur confie souvent d'autres tâches liées à la planification, il y a souvent beaucoup de retard. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises optent pour aller chercher un consultant externe dont l'objectif n'est que de faire en sorte que le plan réussisse et que toutes les actions qui ont été listées dans le plan puissent être mises en œuvre. Donc, c'est extrêmement important de voir. Vous pouvez le faire en interne ou en externe, mais c'est extrêmement important d'avoir un dispositif de pilotage solide. Alors, ça, c'est les 4 étapes. On va maintenant essayer d'aller sur les 4... mais une seconde, s'il vous plaît. Excusez-moi une minute. C'est bon, merci, excusez-moi. Donc, on va essayer maintenant d'aller sur ces 4 étapes-là, mais vraiment à travers des exemples concrets pour vraiment être très pragmatique dans ce qu'on va faire. Donc, comme j'ai dit, la première étape, c'est le diagnostic. C'est vraiment la préparation du plan. Alors, le plan sera programmé à quelle période? Quelles sont les personnes qui seront en charge du lancement et de la coordination du plan? À quel consultant fera-t-on appel pour élaborer le plan? Quel sera le coût d'élaboration du plan? Combien de temps va durer le plan? Donc, à droite, si vous regardez, j'ai pris l'exemple d'une entreprise que j'ai appelée Raktak, qui est une entreprise de livraison. Donc, avec Raktak, on va juste essayer d'appliquer ce qu'on a dit dans les questions. Donc, quelle période? On le lance quand? Est-ce que c'est le dirigeant uniquement qui va faire le plan? Est-ce que c'est le dirigeant et son équipe? Est-ce qu'on a une équipe de direction opérationnelle? C'est important de savoir qui va faire le plan.
Si on fait appel à un consultant, c'est quel consultant? Est-ce qu'on fait appel à un cabinet de conseil? Est-ce qu'on a le budget pour ça? Est-ce qu'on fait appel à un consultant indépendant? Est-ce qu'on l'élabore en interne, etc., etc. C'est extrêmement important de se poser cette question. Le coût du plan. Parce qu'un plan, malheureusement ou heureusement, a un coût. Et avant d'entrer dans un plan, que ce soit dans le coût de l'élaboration du plan et dans le coût de la mise en œuvre, il faut qu'on sache quel est notre budget. Et il faut comprendre que le plan a un coût. Et maintenant, quelle est la durée du plan? Ça dépend des plans. Pour une entreprise moyenne, ça peut durer entre 2 et 3 mois. Parfois, pour une très, très, très grande entreprise, ça peut aller jusqu'à 6 mois, voire 1 an. Mais vraiment, il faut qu'on garde ça en tête et qu'on fixe d'abord ces questions-là et ces réponses-là avant d'aller plus loin. Donc, la première étape, c'est vraiment la préparation du plan. D'accord? Une fois qu'on a terminé avec ça, on rentre dans la deuxième étape. C'est le diagnostic de l'environnement externe d'abord, après on va venir sur l'environnement interne. Donc le diagnostic, c'est 2 volets. Il y a un volet environnement externe et un volet environnement interne. Sur l'environnement externe, qu'est-ce qu'on doit regarder quand on fait un plan stratégique? Quelle analyse on porte sur la dynamique et le potentiel de notre secteur? Aujourd'hui, comment notre secteur se comporte? Dans quel domaine pense-t-on être en avance ou en retard par rapport à nos concurrents? Quels sont les principaux facteurs qui soutiendront notre croissance? Quelles sont les menaces et opportunités que l'on cerne dans notre environnement? En général, pour faire ce type de diagnostic, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. On parle des 5 forces de porteurs, on parle de l'outil PESTEL, etc., etc. Il y a énormément d'outils qui peuvent être utilisés pour faire le diagnostic externe d'une entreprise. Moi, j'aime bien utiliser cet outil-là qu'on appelle PESTEL. Donc, si on revient toujours au cadre de notre entreprise de livraison RACTAC, on va essayer d'appliquer l'outil PESTEL à la situation de notre entreprise. Aujourd'hui, quand on fait le diagnostic externe, c'est de se dire sur le volet politique, par exemple, qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui nous est défavorable et quelles sont les implications stratégiques derrière. D'accord? On peut dire au Sénégal, si je prends l'exemple du Sénégal, qu'on est dans un pays stable, d'accord? Avec une politique pour l'emploi des jeunes. Seulement, ce qui est défavorable, c'est l'application insuffisante de ces politiques pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et donc, face à ça, quelle est l'implication? On est dans un pays stable, donc à la limite, on a une sécurité d'investissement, mais il y a un besoin de promotion de l'activité auprès des autorités. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'application des politiques est insuffisante. Donc, sur le volet politique, voilà par exemple ce qu'on peut voir. Sur le volet économique, on va dire qu'on a une croissance économique ces dernières années. Mais attention, dernièrement, il y a eu une récession due au Covid-19 et on est dans un secteur assez concurrentiel, le secteur de la livraison. Donc, quelles sont les implications derrière? Il faut peut-être qu'on commence à penser à renforcer notre trésorerie parce que la COVID n'est pas encore terminée. Il faut peut-être qu'on revoie nos tarifs parce qu'on est dans un secteur concurrentiel. Si on regarde sur le volet social, aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés de déplacement, notamment à Dakar. Il y a une adoption quand même positive de la livraison par les consommateurs. Cependant, avec la COVID, il y a eu beaucoup de restrictions de déplacement, ce qui nous est défavorable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Peut-être réorganiser les horaires de travail, peut-être acquérir une autorisation de déplacement si on est une entreprise de livraison. Sur le volet technologique, on a un développement de l'offre digitale et des moyens de paiement, ce qui nous est favorable. Mais il y a aussi une hausse des risques liés aux nouvelles technologies, notamment sur le volet sécurité. Donc, peut-être qu'il faut diversifier nos moyens de paiement pour justement profiter de cette offre digitale et des moyens de paiement. Mais à côté, il faudra peut-être qu'on renforce notre sécurité numérique. Si on va sur le volet environnemental, il y a une sensibilité de la population aux effets néfastes de la pollution. Aujourd'hui, si on est une entreprise de livraison, peut-être qu'on pollue moins qu'une voiture, c'est une bonne chose pour nous. Mais à côté, il y a des choses qui nous sont défavorables. On a un système d'adressage qui n'est pas très bon. Aujourd'hui, on a souvent des livraisons qui ne se font pas du premier coup. Donc, il y a une consommation supplémentaire d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Peut-être qu'il faut construire toute notre entreprise autour de valeurs écologiques. Vous voyez? Et si on va sur le plan légal, il y a une volonté des autorités aujourd'hui de mieux contrôler le transport en scooter. Il y a des lois aujourd'hui sur la protection des données, mais les lois ne sont pas suffisamment appliquées. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de ça? C'est que dans tous les cas, on doit respecter la loi sur les transactions numériques. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple type d'un outil qu'on peut utiliser pour juste rapidement avoir un aperçu de notre environnement. Il y en a d'autres, on peut aller beaucoup plus loin quand on fait une planification stratégique, mais c'est vraiment pour vous montrer comment aujourd'hui on doit aborder l'analyse externe de notre entreprise quand on entre dans une démarche de planification stratégique. Donc ça, c'est pour le volet externe.
Si je viens sur le volet interne, quand je dis interne, c'est notre entreprise. On a regardé l'environnement. Maintenant, mon entreprise, ma société, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les améliorations que je dois apporter? Quelles sont mes priorités, par exemple, sur le volet capital humain? Quelle vision pourrait traduire l'ambition de développement de mon entreprise dans les 5 prochaines années? En général, quand on fait ce genre d'exercice, il faut, autant que faire se peut, essayer de strier son entreprise, disons, en process. Parce qu'on a différents process dans une entreprise. On a tout ce qui est stratégie pilotage, peut-être audit, contrôle, conformité, expérience client. On a les processus métiers, tout ce qui est commercial, tout ce qui est opération, tout ce qui est juridique. On a les processus support, donc finances, ressources humaines, système d'information, logistique, etc. L'idée, c'est de strier l'entreprise en process et pouvoir maintenant, que ce soit avec la personne qui est en charge de la planification en interne ou un consultant, avoir des entretiens ou des focus group avec les différents responsables de l'entreprise. Mais vraiment discuter à cœur ouvert et leur demander mais quels sont les problèmes que vous avez actuellement. D'accord? Et pouvoir leur écouter, non seulement les écouter, mais pouvoir recueillir ce qu'ils disent. Parce que ce qui est important, et ça je le souligne quand on fait une planification, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une certaine peur de dire si je dis ça, comment tel va le prendre, comment le directeur va le prendre, comment mon supérieur va le prendre. Il faut être très clair dès le début quand on fait une planification et dire que tout le monde peut parler. En général, même moi, dans certains plans, je dis c'est confidentiel, d'accord? Donc, vous pouvez parler, il n'y aura pas votre nom. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que c'est extrêmement important de ne pas rater le diagnostic. Il faut que là où le bas blesse, si c'est le PDG qui n'est pas bon, que tout le monde puisse dire c'est le PDG qui n'est pas bon. Et que le PDG sache qu'il n'est pas bon. Après, est-ce qu'il va mettre en œuvre le plan? Ça, c'est autre chose. Mais dans le diagnostic, il faudra que lui, qu'il sache que le problème, c'est lui. Et si c'est le problème, c'est lui, que tout le monde sache que c'est lui le problème. Donc, quand vous faites un plan, c'est important vraiment que tout le monde puisse y participer. Donc, ça peut être comme avec des entretiens. Parfois, ce sera des visites terrain, peut-être pour aller voir certains entrepôts. Parfois, ce sera des enquêtes écoute personnelles, clients. Par exemple, quand c'est le cas des banques, il y a beaucoup d'enquêtes écoute clients où on va voir les clients des banques et on leur demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit améliorer dans la banque? Et souvent, on a des réponses, on les ramène, les gens nous disent non, ça, c'est pas possible. Alors que c'est vrai. Et parfois, vous avez beaucoup de matière quand vous écoutez les clients. Ça peut être aussi des questionnaires. Mais donc, vraiment, c'est important sur chaque activité, domaine d'activité de l'entreprise, d'écouter ce qui se dit, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, et quelles sont tout de suite les initiatives majeures qu'on peut prendre pour corriger ce qui n'est pas bon. C'est extrêmement important. Après, on a, comme dans le cas du diagnostic externe, on a plusieurs outils. Il y a la matrice de McKinsey qui regarde un peu quelles sont les valeurs partagées, les compétences, comment aujourd'hui se comporte notre équipe, quel est le style de management, etc., etc. On a d'autres qui regardent un peu si on a un produit, comment il est placé en fonction du taux de croissance du marché et de la part de marché relative, etc., etc. Et l'idée, on peut utiliser plusieurs outils, mais l'idée, c'est vraiment, in fine, d'avoir un aperçu très fin de la situation de notre entreprise, autant en interne qu'en externe. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, excusez-moi, je ne maîtrise pas trop. Alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, on passe à l'étape de formalisation du plan stratégique. Alors, quand on parle de formalisation du plan stratégique, c'est vraiment croiser ce qu'on appelle notre capacité stratégique. Et qu'est-ce qu'on entend par capacité stratégique? C'est croiser les forces, les faiblesses. On a fait notre diagnostic interne. Donc, on sait maintenant là où on est fort, on sait ce qu'on doit améliorer. On a fait le diagnostic de l'environnement externe. On connaît nos opportunités, on connaît nos menaces. Une fois qu'on a fait ça, on doit être en mesure de dire, en interne, voici notre capacité stratégique. Voici là ce sur quoi, le levier sur lequel on doit appuyer pour avancer. Et en interne, voici les facteurs, en externe, voici les facteurs clés de succès. Ce sur quoi maintenant on doit travailler pour être plus fort que nos concurrents. Et c'est quand on croise ces deux analyses-là qu'on arrive maintenant à la synthèse des défis majeurs de notre entreprise. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous faites l'externe et que vous faites force, opportunité, menace, vous avez vos facteurs clés de succès, une fois que vous avez fait votre analyse. En interne, force, faiblesse, capacité stratégique.
Et c'est quand vous croisez cela que vous avez une synthèse des défis majeurs de votre entreprise. Et maintenant, c'est ces défis-là qui vont vous permettre derrière de préparer tout ce qui est axe stratégique, objectif stratégique, vision et plan d'action. Donc, si on revient au cas de notre entreprise RACTAC, quand on regarde tout ça, on peut dire, par exemple, on aura 3 défis. C'est nouer des relations commerciales avec des partenaires stratégiques, c'est renforcer nos processus internes et l'orientation client de notre entreprise, et développer une image de marque orientée vers la préservation de l'environnement. Et donc, tout ce que vous ferez après sera tiré de ces 3 défis, mais ces 3 défis ne tombent pas du ciel. Ces 3 défis tombent justement de l'analyse croisée que vous avez fait de votre diagnostic. Donc, ça, c'est la formalisation du plan stratégique toujours. On va y continuer. Alors, voilà un peu, une fois que vous avez fait les défis, voilà un peu ce qui reste à faire. Donc, une fois que vous avez décliné vos défis, vous avez après à décliner une vision. La vision que vous allez décliner, il y aura des axes stratégiques qui vont le porter. Ces axes seront portés par des objectifs stratégiques, des leviers d'action, des plans d'action, des budgets et un dispositif d'animation. Ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est très simple. En fait, la vision, c'est de vous dire où est-ce que je veux aller. Comment je vais y aller? Quels sont les axes sur lesquels je vais m'appuyer pour y aller? Sur chaque axe, quel est l'objectif que j'ai? Je ne sais pas, moi, je dis l'axe capital humain, c'est un axe important pour moi. Qu'est-ce que je veux faire sur mon capital humain? Je veux peut-être atteindre 90% de satisfaction. Ça, c'est mon objectif stratégique de satisfaction personnelle. D'accord? Mais pour le faire, sur quel levier je vais appuyer? Je vais peut-être appuyer sur le levier de la formation. Il faudra que je forme mon personnel. Et quel est le plan d'action donc? Le plan d'action derrière, c'est peut-être mettre en place un plan de formation pour l'ensemble du personnel sur les 2 ans à venir. Et derrière, maintenant, je budgétise. Et voilà comment un peu les choses. Je vois des commentaires. Je propose peut-être que je termine la présentation. Comme ça, après, je réponds aux questions. Je pense qu'il y a des questions à côté. Mais je propose de terminer la présentation et puis je réponds à vos questions. Et donc, voilà, après, une fois, il y a le budget et à côté, il y a le dispositif d'animation et de suivi. Donc, voilà un peu, une fois que vous avez fait le diagnostic, une fois que vous avez sorti vos défis, voilà un peu le plan de la planification stratégique. Je reviens sur la vision. La détermination d'une vision doit se faire de manière précise et concertée. Parce qu'une vision, ce n'est pas dire demain, moi, je vais être numéro 1, je ne sais pas, moi, de la livraison au Sénégal. Parce que parfois, il y a des visions qui sont plus des rêves qu'autre chose. Si aujourd'hui, vous venez de commencer votre entreprise, vous n'êtes pas encore connu, vous n'avez pas encore les reins assez solides, vous n'avez pas encore assez de trésorerie, etc., etc. Si moi, vous me dites en fin 2021, je vais devenir numéro 1, pourquoi pas? Mais moi, je vous dirais, franchement, c'est une vision, moi, je n'appellerais pas ça une vision, ce sera peut-être un vœu pieux. Moi, je dirais peut-être être dans le top 5, être dans le top 10 des entreprises de livraison d'ici 2021. Donc, une vision doit être vraiment simple, facile à comprendre, précise, fixe, une direction claire qui ne prête à aucune interprétation divergente. Ça, c'est important. Une vision doit aussi couvrir les aspirations de toutes les parties prenantes. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire la vision que vous allez donner, ce n'est pas la vision du PDG, ce n'est pas la vision de M. XY, c'est la vision de l'entreprise. Donc, c'est important quand vous faites la vision que tout le monde puisse dire, voilà ce que je veux comme vision. Elle doit aussi être ambitieuse, d'accord? Tournée vers l'avenir et concrète. Si elle n'est pas concrète, elle ne sert à rien. Et à côté, je vous ai donné des exemples de vision. Quand vous prenez LinkedIn, c'est créer des opportunités économiques pour chaque membre de la main-d'œuvre mondiale. Microsoft vous dira, c'est un ordinateur sur chaque bureau, dans chaque foyer. Tant qu'on n'a pas atteint ça, on n'a pas atteint notre vision. Safari, comme vous dit, c'est être la meilleure entreprise d'Afrique. Et NASA s'est dit atteindre de nouveaux sommets et révéler l'inconnu au profit de l'humanité. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui doivent être simples, précises, ambitieuses, tournées vers l'avenir et être concrètes. Donc quand vous faites votre vision, il faut garder cela en tête quand vous déclinez la vision future de votre entreprise. Maintenant, il y a 2 écoles dans la vision. Il y en a qui vous disent, moi je fais une vision générale et après je mets en place des objectifs pour atteindre cette vision. Il y en a qui vous disent, non, non, moi j'ai envie d'être très pragmatique dans ce que je fais. Donc on est en 2021, moi je sors une vision 2025. Voilà ce que je veux faire en 2025. Et je travaille pour atteindre ce que je veux faire en 2025. Quand j'atteindrai 2025, je penserai à une autre vision pour 2030. Mais je n'ai pas envie de donner une vision 2050 parce que pour moi, c'est trop loin.
Et moi, je préfère cette approche où on a des visions, mais vraiment à date. Une vision dans 5 ans, une vision dans 10 ans, plutôt qu'une vision générale où après on est obligé de mettre en place des objectifs pour atteindre ces visions-là. Donc, voilà pour la vision. Alors, pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai tout de suite parlé de la vision, hein, qui est à gauche là. Donc là, une fois qu'on a la vision, par exemple, dans le cas de notre entreprise, c'est offrir à tous nos clients un service rapide et adéquat à un tarif très compétitif et faire partie du top 3 des entreprises de livraison à l'horizon 2024. Par exemple, pour ACTAP, on peut prendre cela comme vision. Maintenant que j'ai ma vision, comment je vais la décliner? Il me faut des axes stratégiques. Les axes stratégiques, c'est ce sur quoi je vais m'appuyer pour dérouler tout le plan stratégique. Donc, peut-être que quand j'ai fait aujourd'hui mon diagnostic et que j'ai croisé et que j'ai sorti mes défis, voilà 4 axes sur lesquels je dois travailler. C'est l'expérience client. Et quand je dis expérience client, quel est mon objectif? C'est que 90% de mes clients soient satisfaits. Je peux dire, je vais travailler sur un deuxième axe, positionnement et développement commercial. Il faut que j'ai 20% de part de marché avant 2024. Capital humain, il faut que mon personnel soit satisfait à 90%. Efficience opérationnelle, il faut que 100% de mes procédures soient écrites et conformes à la pratique. D'accord? Et maintenant, si je prends juste un exemple, axe expérience client, comment je vais y arriver? Mais il faut que j'ai des leviers derrière. Pour que l'expérience client soit magnifique, il faut que j'améliore la qualité de service, il faut que j'améliore la diversité de l'offre, il faut que j'améliore la com peut-être en interne. Pour que le positionnement et le développement commercial soient excellents, il faut que je joue sur la couverture géographique, il faut que je joue sur l'organisation commerciale, il faut que je joue sur la segmentation client. Comment je vais faire pour avoir un taux de satisfaction de 90% du personnel? Il faut que j'ai une politique RH excellente, il faut que je les forme, il faut que je sois mieux organisé. Et comment avoir une efficience opérationnelle? Il faut que j'ai de meilleurs process, il faut que j'ai une gestion logistique excellente, il faut que j'ai de bons moyens généraux. Et tout ça peut être aussi sous-tendu, et c'est important, à des valeurs. Donc, c'est important aussi, quand on fait ce genre d'exercice, de réfléchir aussi sur quelles valeurs, quelles sont les valeurs que je dois apporter ou que doit apporter mon entreprise. Ça peut être de la créativité, ça là, j'ai donné des exemples, mais vraiment, c'est important aussi, quand on fait de la vision, de prendre un peu de temps et de dire, pour vous, quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelles sont les valeurs aujourd'hui que notre personnel doit apporter? Parce qu'après ça, l'esprit même de l'entreprise se reposera après sur ces valeurs-là. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner un exemple, cette maison-là. Donc vous avez vision, axe stratégique, levier et les valeurs qui vont sous-tendre et qui seront un peu le socle de la maison. Si on prend, je vais prendre peut-être un axe en particulier. Tout à l'heure, je reviens sur ici. Donc, moi, je vais prendre l'exemple de l'axe 2. On a parlé de positionnement et développement commercial. D'accord? Quand je prends un axe, comment ça va se passer? Je prends axe 2. Sur l'axe 2, si vous voyez bien, j'ai 3 leviers. Couverture géographique, organisation commerciale, segmentation client. D'accord? Je viens sur l'axe 2. Je dis, OK, j'ai couverture géographique, organisation client, segmentation client. Organisation commerciale, segmentation client. Comment est-ce que je vais mettre en place les plans? Dans un premier temps, c'est de dire, pour ACTAP, il faut que sur la couverture géographique, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être le meilleur par rapport à ma vision? Il faut que toutes les actions, d'accord, toutes les actions auxquelles je pense qui peuvent m'aider sur le volet couverture géographique à aller de l'avant, que je les liste. Est-ce que je vais lancer une étude sur l'opportunité d'ouverture de succursales dans les régions? Est-ce que je vais renforcer le réseau commercial par recrutement de livreurs? Je vais concevoir une plateforme de commande permettant de cibler un plus grand nombre de clients. Donc, il faut lister toutes les actions qu'on pense pouvoir mettre en œuvre qui nous permettront d'avoir une meilleure couverture géographique. C'est pour ça que c'est important de faire ce genre d'exercice en collégialité, parce que vous allez souvent lister des actions pensant que vous avez terminé, alors qu'il y a un ensemble d'actions auxquelles parfois vous ne pensez même pas et qu'un collaborateur ou un collègue peut vous suggérer. Donc, première chose, c'est lister toutes les actions sur chaque... Alors, lister toutes les actions sur chaque type de levier, d'accord? Une fois que vous avez listé les actions, il faut après prioriser, d'accord? Donc, si je regarde ici, organisation commerciale, j'ai listé mes actions, acquérir des outils de monitoring, renforcer l'équipe en charge de la promotion commerciale, diversifier les moyens de paiement, développer un service après-vente, développer une application mobile.
Segmentation client, j'ai dit, je vais définir les segments et les critères de segmentation. Je vais redéfinir nos produits en fonction de la segmentation client qui sera mise en œuvre, etc., etc. Et listez vraiment toutes les actions. Une fois que vous avez listé les actions par levier, maintenant, derrière, vous priorisez. Et vous vous dites, sur quelle action je dois commencer? Qu'est-ce qui est le plus important? Aujourd'hui, si je dis organisation commerciale, est-ce que développer une application mobile aujourd'hui est très urgent? Peut-être que c'est important, mais ce n'est pas l'action la plus urgente. Donc, avant de parler de développement d'applications mobiles, je vais renforcer l'équipe en charge de la promotion commerciale. Et comme je veux renforcer l'équipe en charge de la promotion commerciale, cette action-là, je la mets en priorité 1. Ce sera ma priorité 1. Et développer une application mobile, je peux la mettre en priorité 3. Peut-être que je vais l'amener en 2022. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais aujourd'hui, par rapport à mes priorités, voilà ce qui est plus important. Et maintenant, ce qui est important et ce que je tiens à souligner, c'est que sur les priorités, il y a différents critères de sélection. Il y a d'abord, en général, il faut aller chercher ce qu'on appelle les quick wins. Les quick wins, c'est des actions qui ne vous coûtent pas cher et qui ont un important impact sur l'entreprise. Je donne un exemple très simple. Je fais un plan stratégique, je dis on a maintenant des valeurs. Je vais voir, je ne sais pas, un sérigraphe ou quelqu'un qui fait des tableaux et je lui demande, écoute, fais-moi 5 tableaux et colle-les sur les murs de mon entreprise avec les 5 valeurs ou les 3 valeurs qu'on a retenues. Sur chaque tableau, mets une valeur et colle-les sur les murs de mon entreprise. Ça va peut-être me coûter, je ne sais pas moi, une petite somme. Mais au moins, moi, si je suis employé de votre entreprise, dès que je vois ça, je dis, ah, wouh, le PDG, il ne déconne pas, hein, le plan, il a commencé. C'est ce genre d'action que j'appelle un quick win. C'est des actions qui ne vous coûtent pas cher, mais qui permettent de mettre tout le monde dans le plan dès le début. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de petites actions comme ça qu'on fait qui permettent vraiment d'embarquer tout le monde dans le plan dès le début. Donc, c'est important de commencer par les quick wins quand vous faites le plan stratégique. Après, la priorisation va vraiment dépendre du personnel que vous avez, de vos objectifs et aujourd'hui de votre situation. Donc, une fois que vous avez listé toutes les actions, il faut après les prioriser. Alors, après la priorisation de ces actions, on a ce qu'on appelle un peu notre portefeuille d'actions. Donc, vous avez, entre guillemets, votre plan stratégique parce que vous avez, pour revenir un peu, vous avez fait votre diagnostic, d'accord? Vous avez croisé tout, vous avez sorti vos défis. Une fois que vous avez sorti vos défis, vous avez sorti votre vision. Vous avez identifié vos axes. Sur chaque axe, vous savez l'objectif qu'il faut. Vous avez identifié vos leviers. Et sur chaque levier, vous avez donné le plan d'action. Et pour toutes les actions, vous avez priorisé. Donc, aujourd'hui, vous avez votre portefeuille d'actions. Vous savez exactement, d'ici 2022, comment je dois aller à 2022. Quelles sont les actions que je vais mettre en janvier, juin 2021? Quelles sont les actions que je vais mettre en juin, décembre? Quelles sont les actions que je vais dérouler en 2022? Et après, l'exercice, c'est de suivre à la lettre les actions qu'on aura mises dans le plan. Et c'est de cette manière seulement que vous pourrez avoir, que votre plan pourra avoir un impact et atteindre son objectif final en 2022. Sinon, vous n'y arriverez pas. D'où la nécessité et l'importance de ce qu'on va avoir après, c'est le dispositif de pilotage et de mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre d'un plan repose sur 3 piliers. L'organisation et la gouvernance. Il faut mettre en place une organisation projet, des instances de pilotage pour une bonne prise en charge des actions du plan. Donc, ça peut être le DG, ça peut être un comité, ça peut être ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui suit le plan au jour le jour. Ça peut être un consultant externe, ça peut être tout ce que vous voulez. Il faut la conduite du changement. Parce que vous verrez qu'il y en a, vous allez beau avoir le meilleur plan du monde, ils sont réfractaires au changement. Et ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas sensible, n'accepte pas le changement rapidement. Donc, il y en a, il faudra prendre cela en compte, qui sont réfractaires au changement. Peut-être qu'il va falloir qu'ils changent de poste. Peut-être juste qu'il va falloir repeindre les murs de leur bureau, ça ne va pas leur plaire. Donc, il faut assurer la compréhension, l'appropriation, l'implication et la maîtrise de toutes les parties prenantes. Et enfin, quand on veut faire un plan, il faut des outils de pilotage et de suivi. Parce qu'il faut derrière, on a une organisation, on déroule la conduite du changement, il faut que derrière, on ait des indicateurs clairs qui nous permettent de nous dire, sur ça, on a atteint 100%, sur ça, on est à 30%, qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, comment on va faire pour le débloquer. C'est extrêmement important. Et ce pilotage-là, c'est l'organisation vraiment qui va s'en charger.
Et en général, on peut avoir 3 types d'organisations. Donc, on peut avoir un petit comité, que j'appelle souvent le comité projet, qui se réunit une fois par semaine. Donc, qui décline tout ce qui est projet en activité, qui prend toutes les actions, qui les met en projet, qui élabore les fiches projet, qui dit, voilà, toi, ce que tu vas faire dans le cadre du plan, telle action, c'est toi qui dois le faire, telle action, c'est toi qui dois le faire. D'accord? À côté de cela, on a un peu les sponsors des axes. Ça peut être un comité de coordination. Bon, là, c'est vraiment dans le cadre d'une grande entreprise. Hein? Donc, examine en détail tout ce qui est axe, identifie, élève les obstacles, apprécie l'atteinte des objectifs, joue un peu le rôle de PMO. Et après, vous avez le comité, disons, de pilotage qui peut se réunir peut-être chaque mois ou chaque 2 semaines pour voir vraiment où en est le plan et comment le plan avance en général. Donc, mais c'est important, ce qui est le plus important pour moi, c'est le comité projet. Parce que c'est le comité projet qui décline, qui va dire aujourd'hui, on a 4 axes, peut-être l'axe capital humain, je vais le donner au DRH, qui va gérer ça. Mais attention, dans l'équipe du DRH, il ne faut pas qu'il y ait que des personnes, entre guillemets, étiquetées RH. Il faut qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire qui permette vraiment de s'approprier le plan. Et que rien n'empêche à ce qu'un financier soit dans un axe capital humain s'il y a des actions liées au capital humain. Par exemple, préparer une formation, il peut le faire avec les RH et ça va lui aussi l'aider à avoir une autre perspective et à s'approprier le plan. Mais ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il faut un comité de projet qui puisse suivre derrière votre plan. Si vous n'avez pas les ressources internes ou le temps en interne pour suivre votre plan, il vous faut faire appel à un consultant externe qui sera là que pour suivre le plan. C'est la seule manière, le suivi, c'est la seule manière d'avoir un impact et de faire en sorte que votre plan marche. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? Donc, c'est ce que un peu moi, je voulais partager aujourd'hui avec vous par rapport aux fondamentaux de la planification, sur qu'est-ce qu'on entend par planification et comment se déroule une planification stratégique. Avant de vous laisser peut-être ou de répondre à vos questions, il y a quelques actions phares que je souhaitais peut-être partager avec vous face à la pandémie. Il y a quelques actions prioritaires si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes entrepreneur que vous pouvez déployer. La première chose, c'est toujours prioriser la situation de votre personnel. Et ça, je parle d'expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en froid ou qui ont eu des problèmes en interne parce qu'ils ont eu le sentiment que leur patron ne priorisait pas leur situation de santé. Donc, la priorité absolue en cas de pandémie doit être votre personnel. D'accord? Le personnel ne peut pas se concentrer aujourd'hui s'il se sent menacé. Donc, faites en sorte que votre personnel, si vous avez un personnel, faites en sorte qu'il soit vraiment orienté travail et qu'il soit rassuré dans la prise en charge de sa santé. C'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est prévoir dans la planification la séparation géographique de vos activités. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, ce que le Covid nous a appris, c'est qu'aujourd'hui, on a eu de graves régions qui ont été touchées et qui ont été inaccessibles pendant beaucoup de temps. Donc, aujourd'hui, autant que possible, vous devez porter une attention particulière à la concentration géographique de vos activités essentielles et à la façon de les séparer pour transférer le travail vers d'autres emplacements. Vous pourrez, par exemple, faire un plan de continuité d'activité. Si vous avez des serveurs, pensez à isoler peut-être un serveur dans une autre zone, mais vraiment chercher à diversifier la répartition géographique de vos fournisseurs, s'il le faut, de votre clientèle ou de leurs tiers fournisseurs afin d'éviter les points de défaillance uniques. Et ça, c'est ce qu'on a appris du fait de la COVID-19. Troisième chose, interagir continuellement avec vos clients. Beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs ont fait cette erreur. Quand je leur demande, est-ce que vous avez eu à parler à vos clients? Ils me disent, depuis le début de la crise, on n'a pas discuté avec les clients. C'est une grave erreur. Quelle que soit la durée de cette crise, continuez absolument à communiquer avec vos clients, d'accord, au moyen de tous les canaux possibles, à demander leurs préoccupations, d'accord, et atténuer leurs préoccupations. Les clients peuvent se questionner sur votre chaîne d'approvisionnement, sur si aujourd'hui vous êtes encore en capacité de les satisfaire, etc. Et il faut noter qu'eux aussi, ils peuvent faire preuve d'empathie en cas de transparence dans la communication. On a vu des entreprises où les clients, conscients des difficultés de l'entreprise, ont pris des commandes qu'ils n'avaient jamais prises, mais juste pour aider l'entreprise. Donc, n'hésitez pas et continuez à communiquer avec vos clients. Quatrième chose, revoyez régulièrement vos prévisions de trésorerie. Évaluez vos flux sur une base hebdomadaire et mettez à jour vos prévisions de vente ou de facturation au cours des prochains mois. N'hésitez pas à discuter avec votre conseiller financier pour vous accorder sur votre stratégie financière. Est-ce que vous allez faire une avance, un prêt bancaire et profiter de la situation pour formaliser vos états financiers?
Je parle des PME surtout. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de formalisation. Parfois, quand l'activité est plus au ralenti, vous pouvez profiter de cela pour formaliser et surtout maintenir des actions de recouvrement auprès de vos gros clients. Parce qu'en général, c'est eux qui peuvent parfois vous aider à avoir une meilleure trésorerie. Après ça, cinquièmement, engager l'élaboration d'un plan de continuité d'activité. C'est extrêmement important. Beaucoup n'en ont pas. Quand on passe avec ce genre de crise, on se rend compte de l'importance du plan de continuité d'activité. Donc, c'est un outil de prévention qui permet en fait de définir la stratégie à déployer en cas de sinistre ou d'événements perturbant gravement le fonctionnement de votre entreprise. Donc, il faut avoir un plan de continuité d'activité qui nous permet, même quand l'activité ne marche pas ou quand il y a des problèmes, de reprendre l'activité en minimum en mode dégradé et le formaliser et le mettre à jour souvent. Et enfin, garder le moral et maintenir le cap. Parce que l'optimisme, comme on dit, est un vrai courage moral. C'est difficile, c'est très difficile en ce moment, mais il est fort possible que les décisions que vous prenez aujourd'hui conduisent à une explosion, pourquoi pas d'innovation et de productivité. Donc, gardez le cap, organisez-vous des espaces détente et soyez optimistes et courageux. Donc, en synthèse et en recommandation, ce que je tenais à vous dire, c'est que quelle que soit l'activité dans laquelle vous évoluez aujourd'hui, préparez un plan stratégique. Prenez le temps de bien identifier les composantes de votre plan stratégique. Impliquez le plus largement possible les parties prenantes. D'accord? Voilà. Donc, impliquez le plus largement possible les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, c'est le personnel, mais surtout aussi vos clients, si possible, et vos partenaires. Adoptez une démarche cohérente et structurée. Faites-vous accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique si possible. Je ne le dis pas parce que je suis consultant, hein, mais je le dis parce que je vois la différence entre un plan stratégique élaboré en interne et qui prend énormément de temps dans la mise en œuvre, et un plan stratégique où vous avez quelqu'un en externe qui ne vient que pour ça. Donc, quand vous avez le budget, quand c'est possible, faites-vous accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique. Et enfin, restez positif et optimiste malgré le contexte actuel. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention et puis je vais tout de suite prendre les questions. Merci beaucoup. Très bien. Merci énormément, Pat, pour la qualité de la présentation. Ça a été bref et très clair, je crois. Merci également pour la justesse dans la présentation. On t'a pris 15 minutes au départ, tu les as repris à la fin, donc c'est assez fair play. Donc, je te laisse souffler quelques secondes, juste le temps de dire aux participants que si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les poser soit dans la discussion ou sinon, si vous préférez, de vive voix. Levez la main, comme ça je vous donne l'accès au micro pour que vous puissiez poser votre question. Donc, Pape, si tu es prêt, j'ai une première question qui est venue tout à l'heure. Alors, elle dit qu'elle a une petite entreprise, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et elle demande si la planification stratégique n'est pas seulement utile ou nécessaire pour les grandes entreprises. Alors, pour reprendre ta question, c'est qu'elle a une petite entreprise, hein, c'est bien ça, si je comprends bien? C'est ça. Elle dit qu'elle a une petite entreprise, qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et dans ce cas précis, est-ce que la planification stratégique n'est pas juste utile pour les grandes entreprises? Ok, d'accord. Alors, c'est parfois l'erreur que font beaucoup de chefs d'entreprise, de se dire que la planification stratégique est réservée aux grandes entreprises. Mais il faut le dire, le problème qu'on a dans nos économies et dans nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui font du conseil, notamment de la planification stratégique, et les consultants qui font de la planification stratégique sont en général assez chers pour le marché. Vous avez, par exemple, je donne un exemple, vous avez des entreprises de conseil qui font aujourd'hui de la planification stratégique à 50 millions pour une planification. Vous avez des taux horaires parfois aujourd'hui qui tournent autour des taux journaliers de 200, 300 000 francs jour, 400 000 francs, 500 000 francs jour pour un consultant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement,
quand vous êtes une petite entreprise, vous avez envie de vous dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que pourquoi je vais mettre autant d'argent à faire une planification stratégique alors que moi, j'ai d'autres problèmes? Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a besoin d'une planification stratégique. Maintenant, de plus en plus, il y a des cabinets et il y a des consultants qui sont plus orientés PME. C'est mon cas, c'est le cas de d'autres collègues et qui aujourd'hui ont des tarifs beaucoup plus, disons, orientés et beaucoup plus accessibles aux PME. À côté de cela, maintenant, il y a un dispositif qui est là aussi avec la BCAO, avec la DPME, qui permet de se faire financer ce type de prestations. Donc, vous pouvez faire financer, par exemple, votre plan stratégique jusqu'à 80% et vous n'aurez à payer que 20%, parfois même 10%. Donc, il y a cette opportunité-là aussi qui existe. Et encore, pour répondre encore une fois à sa question, ce n'est pas une question de petites ou de grandes entreprises. Je pense que tout le monde doit avoir un plan stratégique. Maintenant, parfois, surtout sous nos économies, c'est souvent une question de moyens. Mais il y a de plus en plus de cabinets qui font quand même des plans stratégiques et de consultants qui font des plans stratégiques vraiment relativement abordables pour les PME. Et il y a un système aussi qui est mis en place aujourd'hui pour leur permettre d'accéder à ce type de service. Ok, très bien. Ça a le mérite d'être clair. Avant de prendre notre question, je vais peut-être poser ma question qui va être corrélée à la réponse que tu viens de donner. Est-ce qu'on a une grandeur de prix par rapport au coût de la prestation? Est-ce qu'il y a un minimum ou il y a un maximum ou est-ce que c'est vraiment, ça dépend vraiment de la structure et de comment on appelle ça, et de son organisation? Alors, il n'y a pas de minimum. Enfin, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. Parce que je sais, moi, de ce que je sais, c'est qu'un plan stratégique dépend encore une fois vraiment de l'entreprise, du budget de l'entreprise, du poids de l'entreprise. Aujourd'hui, clairement, vous ne facturez pas une entreprise qui emploie 1000 personnes de la même manière qu'une entreprise qui en emploie 10. Donc vraiment, c'est assez contextuel. Ça dépend vraiment du type d'entreprise. Moi, j'ai vu des plans stratégiques à 10 millions, à 5 millions. J'en ai vu, j'ai vu des mises en œuvre à 400 millions. Donc vraiment, ça dépend de l'entreprise, du périmètre. C'est vraiment au cas par cas. Ce serait difficile de dire, voilà la fourchette qu'il faut pour un plan stratégique. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ça a un coût. Parce que quand même, c'est un travail assez conséquent. Ça a un coût. Mais en général, il est prouvé qu'on récupère le coût avant la fin des 3 ans. Voilà. Ok, très, très bien. Donc, du coup, merci pour moi. J'ai enchaîné avec une seconde question qui demande pourquoi devrais-je faire de la planification stratégique puisque je sais déjà que je dois investir davantage dans les ventes et le marketing pour assurer la croissance de mon entreprise. Ouais, ça met des très précis. Ça c'est une question qui revient souvent. Et beaucoup de gens vous disent, pourquoi je dois faire une planification? Parce que je sais que mon problème est là. Je sais que mon problème, c'est le marketing. Je sais que mon problème, c'est la com. En général, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est un de nos problèmes. C'est un de nos problèmes. C'est pas ça, et c'est ce qu'on croit être le problème. Et souvent, on en discute souvent avec les chefs d'entreprise. À chaque fois qu'on termine un plan, ils nous disent, mais je ne savais pas qu'en fait, on a autant de problèmes. En vérité, le problème n'est pas là. Ce qui est important, ce qui est bien dans l'exercice du plan stratégique, c'est qu'on réorganise son business, entre guillemets. On ne reste pas juste sur des idées figées. C'est vrai. Par exemple, moi, si je vois que j'ai un problème de communication, clairement, le problème, c'est la com. Mais est-ce qu'aujourd'hui, mon problème, ce n'est que la com? Est-ce que ce n'est pas le budget de la com? Est-ce que ce n'est pas la personne responsable de la com? Est-ce que ce n'est pas l'environnement? Je communique peut-être pas assez, mais est-ce que l'environnement me permet de communiquer? Donc, il y a tout un ensemble de paramètres que parfois auxquels on ne pense pas dans l'absolu et auxquels disons, qu'il faut prendre en compte quand on fait une planification. Donc, parfois, on connaît les problèmes, parfois, c'est les bons problèmes, hein, mais on se rend compte, disons, à 90%, quand on commence une démarche de planification stratégique, qu'on a d'autres problèmes qui surviennent, ou en tout cas, les priorités qu'on pensait être les nôtres ne sont pas en réalité nos vraies priorités. Et ça aussi, c'est dans le cadre de la planification qu'on s'en rend compte.
Très bien, merci, merci Pape. Donc, une question de Blanchard Difo qui vient d'arriver. Si pendant la mise en œuvre du plan stratégique, on s'éloigne des objectifs, que faut-il faire? Alors, si pendant la mise en œuvre, on s'éloigne des objectifs, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est dire, durant la mise en œuvre, est-ce que c'est par rapport à l'objectif stratégique de départ, c'est de se dire qu'on ne met pas en œuvre assez ou on le met en œuvre mal? Est-ce qu'elle peut repréciser un peu la question? Difo, si tu peux être plus précis dans la question, Le fait de s'éloigner, si c'est pas... Oui, effectivement, je crois qu'elle va repréciser tout à l'heure. Donc, il y a une autre question de Héritier. Est-ce qu'on peut partager un template d'un plan d'action stratégique? OK, on va essayer de voir ça avec Fab après. On va discuter pour voir ce qui est possible de faire, pour vous laisser quelque chose sur lequel vous pourrez vous baser pour avancer après. Donc, Fab, en attendant la précision de Blanchard, il y a une autre question qui est très terre à terre du coup. Comment puis-je planifier à long terme alors que l'avenir est si incertain et que je n'ai pas la moindre idée de ce qui arrivera la semaine prochaine ou encore moins dans quelques années? Merci pour la question. Je crois que c'est pour tout le monde. Effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, pourquoi je vais planifier? Parce que je ne suis même pas sûr que demain je serai encore là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je prends l'exemple juste de ce qu'on a vécu avec la COVID. On ne peut pas tout prévoir. Et encore une fois, la planification stratégique n'a pas la prétention de tout prévoir. Ce qu'on veut faire, c'est aujourd'hui analyser, dans l'absolu et dans les années à venir, quels pourraient être les facteurs qui vont changer notre environnement et quels sont en interne nos problèmes qu'on doit régler. Après, il peut y avoir des imprévus. La COVID, personne ne pouvait la prévoir. Et quand vous avez un événement comme la COVID, il faut vous réinventer. Et ça reste de la stratégie. Mais aujourd'hui, il faut être aussi d'accord que ce n'est pas chaque 2-3 ans, heureusement, qu'il y a la COVID, qu'il y a des pandémies, etc. Et que dans la plupart des cas, dans un horizon de 2, 3, 5 ans, on arrive quand même si tout n'est pas OK, à connaître les tendances. C'est sur ces tendances-là qu'on doit surfer et pouvoir les anticiper. Et surtout, ça c'est le volet externe, mais en interne, quel que soit par ailleurs l'environnement ailleurs, il faut qu'on connaisse un peu où est-ce qu'on en est. Est-ce que je suis bon, est-ce que je ne suis pas bon et pourquoi je ne suis pas bon? Je donne un exemple. Vous verrez des entreprises qui vous disent, moi, à la limite, je n'ai même pas besoin de savoir ce qui se passe en externe. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que vous me disiez en interne qu'est-ce qui ne va pas, parce que moi, je connais mes capacités et je sais que j'ai assez de capacités pour avancer. D'accord? Donc, c'est vraiment ces deux paradigmes-là qu'on doit prendre en compte et ne pas se dire que si je fais un plan et que derrière tout, oui, tout peut être bouleversé demain. Mais si je ne fais pas un plan, est-ce que je serai là demain? C'est aussi ça la question qu'il faut se poser. C'est peut-être comme ça qu'il faut réfléchir quand on fait une démarche de planification stratégique. Effectivement, donc ajouter peut-être que c'est précisément parce que l'avenir est incertain qu'il faut planifier. Si tout était sûr, personne ne planifierait quoi que ce soit sur cette terre. Donc, il y a Falou qui a levé la main. Falou Sen, tu peux y aller. Le micro est à toi. Bonsoir. Bonsoir, Falou. Au fait, moi, je viens donc d'être sélectionné par le Fonds de financement participatif de l'ADPME dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, sauf que le budget qu'ils m'ont accordé pour la partie planification stratégique, parce que moi, je l'avais intégré, c'est juste 2 millions. En fait, je suis dans le domaine de la prestation de services d'éradication, désinfection et désinsectisation. Maintenant, quand je vous ai entendu parler de 4 millions, 5 millions, voire 50 millions, ça m'a un peu surpris, quoi. Je me dis que maintenant, bon, est-ce qu'il y a, vous avez sur votre base de données des gens, des consultants seniors ou bien voilà, des gens dont tu pourrais me mettre en rapport parce que moi, ça tombe au pic. Je viens juste d'être sélectionné donc, par le Fonds de financement participatif. Donc, alors, le coût global, ils m'ont accordé un coût global de 10 millions et quelques, mais sauf qu'il y a d'autres choses qui ont été programmées, quoi.
Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai donné vraiment des chiffres par rapport, moi, à ce que j'ai l'habitude de voir. Mais encore une fois, la tarification d'un plan stratégique dépend vraiment de l'entreprise, du type d'entreprise, du secteur d'activité, du périmètre d'intervention. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans l'élaboration d'un plan stratégique. Je pourrais peut-être partager avec vous le contact de certains qui pourront voir est-ce qu'aujourd'hui, ce budget-là permet de faire ce plan-là. Il y en a qui le font parfois même gratuitement, mais il faut vraiment l'adapter à la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, là, je ne peux pas vous dire cela va vous coûter tant ou tant, mais il faudra juste prendre le temps peut-être de faire un diagnostic rapide de votre entreprise, savoir ce dans quoi vous vous activez, etc., et voir ce qu'il est possible de faire en termes de planification stratégique. Mais je pense que oui, le budget, il est quand même assez court pour un plan stratégique, mais je crois que oui, il y a moyen avec les consultants actuels d'avoir une planification stratégique à ce budget-là aussi. Et vraiment, encore une fois, il faut qu'ils prennent le temps de vous parler et de savoir quelle est votre entreprise et quel est votre secteur d'activité et qu'est-ce que vous faites et quel est le périmètre d'intervention. Merci. Je vais tenir en compte tout cela. D'accord. Et je reste à l'écoute si vous avez donc des contacts ou bien si vous pouvez m'aider. Je vais laisser mon numéro avant de partir. D'accord, super. Oui, il laissera les contacts et on essaiera de vous les donner. Très bien, merci Fallou. Donc, je donne la parole très rapidement à Export Responsible. Vous pouvez y aller si vous avez une question et ensuite on revient à la question de Blanchard tout à l'heure. Vous avez la parole. Je pense qu'il a coupé son micro. Oui, bonsoir. 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 Comment vous allez? Merci beaucoup, vraiment. Merci. Donc, j'étais en voyage, c'est pourquoi ça a coupé un peu. Je viens juste d'arriver. Merci beaucoup, vraiment. Merci. En fait, c'était juste pour demander, d'ailleurs, je l'avais posé en question, même pour savoir si je peux avoir, derrière, elle vient de dire ça, vos contacts, et également avoir l'autre là, le texte et également l'enregistrement, quoi. En fait, c'était par rapport à ça. Surtout également avoir vos contacts pour que peut-être dans le futur, pouvoir vous contacter, quoi. D'accord. Je vais partager mon contact. Je pense que pour l'enregistrement, après, il faudra voir avec l'organisation comment D'accord. Je vais partager mon contact. D'accord. Je m'appelle Khadim Rasoulvar. Je vous appelle de la Turquie actuellement. Très bien. Enchanté, Rasoul. Okay. Merci beaucoup vraiment également de la présentation. Merci. Très bien. Merci Khadim. La vidéo est enregistrée effectivement et elle sera disponible éventuellement sur LinkedIn ou sinon sur la chaîne YouTube. On essaiera de partager peut-être les liens après, mais il y a un enregistrement. Donc, pour revenir à la question de Blanchard-Pape, donc précision, si on est dans l'incapacité de réaliser certains objectifs dans les délais, ou si certains objectifs ne sont plus réalisables à cause d'un contexte quelconque, qu'est-ce qu'on fait? Alors, question très pertinente. C'est-à-dire aujourd'hui, si on se rend compte sur un objectif stratégique qu'on ne peut pas le réaliser, la première chose à faire, c'est d'identifier ce pourquoi on ne peut pas le réaliser. Parce qu'il ne suffit pas de dire on ne pourra pas le réaliser dans les délais. Il faut savoir pourquoi on ne peut pas le réaliser. Si on sait aujourd'hui pourquoi moi, je ne peux pas arriver à ça, et que d'ici 2023, je donne une date comme ça, je ne pourrai pas y arriver, clairement, il faut mettre cette action-là de côté, et mettre cet objectif-là de côté. De deux choses l'une, soit on se dit, je garde l'objectif et j'essaie de le remettre en œuvre une fois que mon plan stratégique là est terminé, j'essaie de le mettre sur un autre plan, ou j'essaie de baisser peut-être l'objectif que j'avais au niveau. Peut-être que j'avais 10%, est-ce que je ne vais pas aller sur 5 et essayer de l'atteindre? Encore une fois, et ça j'ai oublié peut-être de le dire, une planification stratégique, les actions qui sont inscrites dessus et les objectifs peuvent ne pas être figés. L'idéal, c'est de ne pas rater les diagnostics. C'est pour ça que le diagnostic est extrêmement important, parce que c'est quand on fait le diagnostic qu'on peut être en mesure de dire clairement, sans être, sans rêver, voilà ce qui est possible de faire. Mais quand on se rend compte dans le déroulement que ce qu'on a cru possible de faire n'est pas possible, n'est pas en mesure d'être fait, il faut réajuster. Seulement, il ne faut pas tout le temps réajuster parce qu'à force de réajuster, on ne parlera plus de stratégie, on parlera peut-être de tactique ou d'autres choses. Mais vraiment, il faut que le diagnostic soit extrêmement bien fait afin qu'on ne
se préoccupent sur les objectifs. Maintenant, notre environnement et l'évolution des choses peuvent faire en sorte que tous nos objectifs, parfois, par exemple, la COVID a complètement changé tous les objectifs qu'on avait sur le plan. Dans ce cas-là, il faut prendre le temps de dire stop et de savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on avait fait est caduc et il faut se réinventer et essayer de s'adapter par rapport à ça. Mais quand aujourd'hui tout n'est pas bouleversé, comme c'est le cas en ce moment, il faut essayer de revoir peut-être nos objectifs à la baisse sur certains points. Mais vraiment, encore une fois, j'insiste sur le diagnostic qui va être très bien fait parce que le fait de toucher tout le temps les objectifs du plan ne nous permet pas d'atteindre les impacts que l'on souhaite. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question, mais c'était un peu ça. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'elle nous dira dans le chat si la réponse est précise. Donc, je pose une dernière question, peut-être. On est bientôt à la fin du partage. Ouais. Et comment puis-je consacrer du temps à la planification stratégique alors que je suis déjà débordée par les activités courantes de mon entreprise? Alors, c'est un challenge. C'est-à-dire aujourd'hui, tant qu'on se dit que la planification stratégique, je n'ai pas le temps, en fait, il faut prendre la planification comme une tâche à part entière de l'entreprise. Il faut que vos employés prennent la planification comme une tâche à part entière de l'entreprise. J'ai vu beaucoup d'entreprises qui mettent même des objectifs ou des bonus ou des cadeaux pour ceux qui réussissent en premier certains plans ou certains axes. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui fasse le plan ne se dise pas « on me rajoute une surcharge de travail ». Il ne faut pas que les actions dans le plan soient souvent source de, j'allais dire, de conflits. Non, vous pouvez même mettre en place un cadeau et dire « écoutez, on a 5 équipes, l'équipe qui aura terminé en premier son plan d'action aura peut-être droit à un petit après-midi ou un petit week-end, etc. » Donc, il faut vraiment, dans l'approche, ne pas se dire « non, je suis trop dans les guidons, je n'ai pas le temps ». C'est-à-dire le plan fait partie de votre business, fait partie de vos activités. Autant que vous signez des chèques, autant que vous répondez aux mails, prenez 1 heure de temps pour dire « ça, je vais le faire ». Parfois, vous avez l'impression de perdre du temps, mais en vérité, vous en gagnez. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas moyen, mais vraiment, il n'y a pas moyen d'intégrer ce plan-là dans vos activités, faites appel à un consultant qui va venir mettre en œuvre et vous aider à la mise en œuvre. Il sera là peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours par semaine. Et lui, son rôle sera de dire, écoutez les équipes, voilà ce qu'il faut faire. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait avancer? Comment on peut avancer? Et essayez de vous aider à trouver des solutions. Et ensemble, vous avez des indicateurs de suivi. Et chaque semaine ou chaque 2 semaines, vous essayez ensemble avec le consultant qui vous dit, voilà ce qu'on a fait, voilà les problèmes qu'on a rencontrés, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. En général, c'est aussi assez efficace. Mais quand vous voulez le faire en interne et que vous prenez l'option de le faire en interne, considérez le plan comme une activité à part entière de votre entreprise. Très bien. Donc, je crois que j'ai parlé un peu trop vite en citant la dernière question. J'en ai une qui vient de revenir, donc je vais peut-être la poser et on va clore par celle-là de Babacar Ndiaye. Je te remercie déjà pour la bienveillance de l'exposé. Et sa question, c'est comment proposer un plan d'actionnariat pour financer son projet? On va dire que tu vas essayer d'avoir une réponse pour lui. Donc, comment proposer un plan d'actionnariat pour financer son projet? Alors, quand il dit plan d'actionnariat, c'est quoi? C'est pour lever des fonds dans le cadre d'un plan stratégique? Parce que si c'est... Ouais, je crois que tu parles de ça. C'est ça? Alors, oui, il y a des méthodes, hein, il y a plusieurs méthodes pour ça. Il n'y a pas un seul plan figé pour lever des fonds, mais je pense que peut-être ça fera l'objet d'une autre présentation. C'est assez conséquent. Il y a beaucoup de paramètres qui dépendent de ça. Quels sont les types de fonds qu'on peut lever? Quels sont les associés qu'on va avoir, etc. Est-ce qu'on ouvre notre capital? Est-ce qu'on ne l'ouvre pas? Voilà. Et je pense, je ne sais pas si c'est ça la question. Je pense que on pourra peut-être le traiter dans un autre sujet qui n'entre pas forcément dans la planification stratégique. Absolument. Effectivement, on a peut-être la chance de t'avoir à nouveau pour un autre sujet, on verra. Donc, je crois que
on a fait le tour du sujet et l'essentiel des questions a été posé. J'espère que tout le monde a eu le temps de prendre les notes qu'il faut, de prendre le contact de Pape Ousmane aussi. Il a laissé ça sur le chat. Prenez le temps de noter et puis de l'appeler après au besoin. Et pour ce qui demande pour les enregistrements, toutes les vidéos qui ont été enregistrées jusque-là dans le cadre de ce programme sont disponibles sur la chaîne YouTube de Emmanuel Bokeh. Cette vidéo sera aussi là-bas tout à l'heure, soit en soirée ou demain dans la matinée. Merci encore à tous les participants de cet après-midi. Merci infiniment à Papa Ousmane pour d'avoir accepté de partager son expérience avec nous. Donc, je te laisse pour le dernier mot de la fin. Et puis, on se dira demain pour notre panéliste, sur notre sujet. Et merci beaucoup pour cette initiative que je salue, hein, qui vient à son heure aussi et qui permet aussi de permettre aux entreprises et aux entrepreneurs d'avoir accès parfois à certaines informations. Ça a vraiment été un honneur pour moi de discuter avec vous et de partager avec vous, et j'espère qu'on aura l'occasion de travailler sur d'autres projets du même acabit. En tout cas, merci encore à tous ceux qui ont participé et j'espère qu'on se reverra bientôt. Au revoir. Très bien, merci papa. Merci à tous les spectateurs de cet après-midi. À demain pour notre partage et très bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, Pape. Au revoir.